avec l'historien, le professeur Noah Cissé. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Abdurrahman. Alors, merci de nous avoir reçus chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de la crise armée en Casamance. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation qu'a vécue la Casamance pendant toute cette période? Merci, Abdurrahman. Ce que je peux vous en dire, c'est que le 26 décembre 1982, la procession qu'il y a eu à Ziguinchor, ayant conduit jeunes, moins jeunes, femmes et hommes, de la place dite de Mangoukurutu jusqu'au centre-ville, était apparue à tous comme une manifestation, une procession, bon enfant, très enthousiaste. Mais Abdurrahman, cette situation qu'on pensait être très joyeuse, festive, s'est avérée finalement être le début d'une véritable tragédie pour la Casamance. Parce que si cette procession s'est mal terminée avec quelques altercations à la gouvernance, près d'un an après, le 18 décembre 1983, il y a eu une réédition, mais cette fois-ci la réédition de la manifestation a été une réédition violente, extrêmement violente, meurtrière. Parce que ce 18 décembre 1983, près d'un an après la première procession, des gens armés ont pratiquement pris d'assaut le centre-ville de Ziguinchor. Et ce centre-ville, avec l'actuelle place Jean-Paul II, le CEDEPS et autres, ont été des lieux d'affrontements violents, ayant provoqué mort d'hommes de part et d'autre, aussi bien du côté des assaillants que du côté des forces de sécurité et de défense. Au bout de la journée, on a officieusement décompté une trentaine de morts. Mais officieusement, il semblerait que ces affrontements armés violents, pratiquement toute la matinée de ce 18 décembre, que ces affrontements-là se sont soldés par plus de 100 victimes. Donc la manifestation festive du 26 décembre 1982 a connu un rebondissement violent le 18 avec la situation que l'on connaît. Et c'est depuis lors, malheureusement, que la Casamance est plongée dans ce qui est considéré être le conflit indépendantiste, le conflit irrédentiste. Parce qu'au lendemain de cela, précisément, au lendemain de cette mémorable journée et triste journée du 18 décembre 1983, au lendemain de cela, il y a eu la traque des manifestants, la poursuite des manifestants partout, aussi bien à Ziguinchor qu'ailleurs dans la région. Avec bien entendu une force déployée qui était de faire en sorte que ce qui s'est passé le 18 soit pratiquement éradiqué. Et depuis lors, le conflit a commencé à prendre de l'ampleur. Les éléments qui ont pu échapper se sont retrouvés en errance dans la forêt casamançaise, surtout du côté de la frontière avec la Guinée-Bissau. Pourchassés, traqués par les forces de sécurité et de défense, ils se sont retrouvés
dans une quasi-obligation à se défendre. Et tous les moyens de bord étaient bons. Flèches, lances, bref, armes blanches, mais aussi fusils de chasse. Mais également, au fur et à mesure du temps, un réarmement beaucoup plus consistant pour faire face à l'armée. Et donc la région tombe dans les affrontements violents, affrontements armés violents entre les forces de sécurité et de défense. Voilà comment est-ce que vraiment le conflit a démarré, a pris forme dans sa violence à partir justement du 18 décembre. Alors, qu'est-ce qui a expliqué cette marche pacifique? C'était quoi l'objectif de la marche pacifique qui a abouti à ça? Abdourahmane, on peut au moins identifier quelques éléments déclencheurs de ce conflit et qui ne surprenaient pas beaucoup ceux qui étaient attentifs à l'évolution de la situation en Casamance. Au nombre des éléments déclencheurs, on peut considérer très certainement que la grève du lycée Djignabou de décembre 79, janvier 80, a d'une certaine manière présagé un peu de la situation difficile qu'on allait connaître ici à Ziguinchor, avec ses répercussions sur la région. Cette grève qui a vu mort d'homme avec la mort de l'élève Idrissa Sagnan, elle va de plus en plus s'amplifier, se ramifier, voir un peu des élèves et peut-être d'autres qui ont infiltré les élèves, créer au niveau de Ziguinchor une véritable guérilla urbaine. Une guérilla urbaine qui se traduisait par l'utilisation d'armes blanches, de projectiles, etc., d'attaques de domiciles, de personnalités, mais surtout une guérilla urbaine qui se traduisait par le repli périodique aux alentours de Ziguinchor, de responsables, élèves ou non, qui faisaient leurs provisions en naissance, bien entendu, dans les rues de Ziguinchor, au niveau des stations et de forces, pour ensuite utiliser effectivement cette essence aux fins de provoquer le feu, de brûler par-ci et par-là. Et ça a été un peu une sorte d'indicateur de ce qu'on peut appeler le ras-le-bol. Il y a une sorte de ras-le-bol. Pour moi, ça c'est un des premiers facteurs importants à prendre en compte. Alors, une nouvelle perception des choses apparaît. Le deuxième facteur, c'est cette finale malheureuse du Casa Sport contre la GIA. Cette finale malheureuse, mais comme on peut en voir sur des terrains de football, a pris une proportion de dimensions extra-sportives, avec le sentiment, justifié ou non, de bon nombre de Casamancés, particulièrement de Ziguinchor, qui ont pu avoir le sentiment que il y a au fond deux Sénégal. Le Sénégal structuré autour de Dakar, le centre-ouest, et le Sénégal du Sud. Comme on le dit, nous disons Bob. Et ils ont pensé précisément que le traitement qui est réservé au Casa Sport est un traitement injuste et qui participe de prise de parti qui, justement, montre que la Casamance est traitée comme une région de seconde zone. Et les gens se sont partagés.
Les gens ont discuté sur ces questions, les gens ont partagé. Et de manière, comment dire, ouverte ou de manière très discrète, clandestine, cette affaire a eu une traînée de poudre. Mais plus globalement, dans un contexte où, depuis les indépendances, jusqu'à cette période-là, les gens ont pensé que la Casamance n'avait pas été suffisamment mise en valeur, qu'elle était une région quasiment abandonnée. Je crois que tous ces facteurs-là, conjugués, ont permis à ceux qui avaient d'autres intentions, bien entendu, de faire prévaloir leur compréhension et leur perception des choses, mais en même temps, la solution à y apporter. Je crois que c'est tout cela qui a convergé vers non seulement l'organisation de la première marche, mais également vers le caractère violent de la deuxième marche et tout ce qui va en suivre après. 18 décembre, vous l'avez dit, 1983, c'est la date où tout a commencé sérieusement. Il semblerait qu'il y a des officiers de l'armée, de la gendarmerie qui ont été abattus à Djabir. Oui, parce que entre 82, 26 décembre 82 et le 18 décembre 83, il y a eu véritablement, petit à petit, une mise en forme de cette grande colère qu'il y avait ici, une mise en forme de cela et son organisation par une série de réunions, mais également par un repli vers un bois sacré, celui de Djabir, où les questions, de manière clandestine, sont discutées, instruites, des directives données, des mesures à prendre données, etc., etc. Et puisque de toutes les façons, l'État est bien organisé et l'État est censé avoir ses oreilles, ses yeux partout, l'État fait prendre des dispositions pour véritablement comprendre, mieux cerner véritablement ce remous social très fort dont on prévoyait que ça pouvait effectivement dégénérer. C'est justement en pistant, en espionnant, en cherchant justement à pénétrer le secret de tout cela qui s'est passé, que des gendarmes qui étaient malencontreusement à Djabir ont pu tomber justement sous la colère de ceux-là qui organisaient ces rencontres-là. Professeur, on a tendance à oublier les femmes dans ce conflit, alors que certaines informations, selon certaines informations, elles ont joué un rôle déterminant dans ce conflit. C'était quoi le rôle des Écoutez, femmes? vous savez, si on regarde le déroulé du conflit, on peut constater deux étapes extrêmement importantes dans le rôle et la place des femmes dans ce conflit. Dans un premier temps, je pense que les femmes ont été, des femmes ont été vecteurs de ce conflit, vecteurs, ayant d'une manière ou d'une autre contribué véritablement à renforcer le conflit dans son mécanisme. Des femmes, prêtresses ou non, fréquentant les bois sacrés, ont beaucoup contribué à la sacralisation de l'engagement des combattants. Cette sacralisation a porté sur le serment que les combattants ont prêté pour aller vraiment combattre. Mais ça, disons, rapporté au niveau de notre religion, dans les pratiques qu'il y a, hein, on peut constater aussi que
quand des gens doivent aller se battre, ils vont chercher des gris-gris pour se protéger. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre le rôle effectivement joué par les femmes, en les encourageant. Mais en même temps aussi, des femmes ont pu faire jonction avec les combattants en les accompagnant au niveau d'un certain nombre de services qui a consisté à se prêter véritablement en émissaire dans les relations entre le maquis et les communautés, dans le transport de produits prohibés, mines et autres. Bref, on pourrait penser que pendant un moment, certaines d'entre elles ont été vecteurs du conflit. Mais cette situation va changer parce que le conflit va se donner autrement qu'on le pensait. Ce n'est pas simplement de petites escarmouches pour que le conflit finisse. C'est une guerre qui ne disait pas son nom, avec utilisation vraiment de la violence armée, sous toutes ses formes. Armes de petit calibre, de gros calibre, bref, la situation était un peu compliquée. Et ça a engendré des portées importantes en vies humaines. Et les femmes n'ont pas échappé justement à ça. Elles ont été victimes. Elles ont été victimes de la destruction du tissu social. Les femmes ont été violées. Elles, avec leurs enfants, ont été tuées à l'occasion véritablement d'affrontements. Mais en même temps aussi, elles se sont retrouvées handicapées par le développement des activités normales, dont la riziculture. Avec le risque que sur les sentiers, elles sautent sur des mines, ou bien alors qu'elles soient prises entre deux feux. Alors cela a provoqué un électrochoc. Et cet électrochoc a petit à petit amené une inversion de tendance. Les gens ont compris que cette guerre-là, elle est plus sérieuse qu'on le pense. Elle est plus meurtrière qu'on le pense. Et puisque les femmes tiennent particulièrement à leur progéniture, à leurs enfants, elles tiennent particulièrement à leur mari, elles tiennent particulièrement à la solidité du foyer, parce qu'elles sont au cœur des foyers, rapidement elles vont changer de camp. Et le milieu des années 90 va avoir une inversion du rôle et de la place des femmes. De vecteurs qu'elles étaient, encourageant d'une certaine manière ce conflit ou bénissant un peu le conflit, elles changent pour devenir des actrices de paix par différentes structures formelles ou informelles. Elles occupent l'espace de la gestion du conflit. Voilà le second rôle qu'elles vont jouer. Parce qu'elles comprennent que, comme le disaient les Wolofs, Aduna Bangi Bouga Tuki. Il faut donc faire face. Alors, le MFDC, c'est également l'aile militaire. Comment comment ils se sont organisés jusqu'à arriver à ce point? Vous savez, l'aile militaire a été construite avec les circonstances. C'est-à-dire qu'antérieurement à cela, antérieurement vraiment à 83, à partir de 83, antérieurement à ça, il n'y a pas eu, mais véritablement la mise en place d'une aile armée. L'aile armée n'existait pas. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que Diamacoune aimait souvent à dire que la Casamance ne voulait pas de la guerre et que la guerre lui a été imposée. C'est parce que les gens ne se préparaient pas à une lutte armée. Pas du tout. La lutte armée est arrivée dans les circonstances que j'ai décrites, c'est-à-dire des hommes qui se sont repliés dans la forêt parce que pour chasser, traquer et autres, et pour éviter véritablement de tomber sous les balles meurtrières ou sous l'arrestation des forces de sécurité et de défense, ils se sont repliés dans la brousse. En se repliant dans la brousse, comme j'ai dit, ils ont été traqués et ils se sont organisés. Atika est né de ces circonstances particulières. Ça n'a pas été une construction, une réflexion de gens qui préparaient une lutte armée pour l'indépendance. L'aile armée a rattrapé le mouvement.
Et puisque l'aile armée a rattrapé le mouvement, bien entendu, ça a donné Atika, qui s'est progressivement structuré, etc., se trouvant des chefs, créant des bases, des cantonnements, etc., etc. Qui était Diamacoune dans ce conflit armé? Diamacoune, disons très officiellement, était le secrétaire général du mouvement. Mais il faut avouer que Diamacoune a été secrétaire général du mouvement malgré lui. Malgré lui. Il n'y a aucun doute que Diamacoune a été de tout temps, il a été défenseur de la cause de la Casamance. De tout temps, il a alerté, de tout temps, il a indiqué que la voie qui était suivie dans la gestion de la Casamance n'était pas la bonne voie. Il en était d'autant plus convaincu qu'il a pris sur lui de codifier tout cela dans un texte qui est aussi une lettre publiée, qui devait être publiée dans le Soleil en septembre 1978 et qu'il avait intitulé le ras-le-bol casamancé. Dans ce texte intitulé le ras-le-bol casamancé, Diamacoune montrait toutes les défaillances qu'il y a dans la gestion de la Casamance. Tout ce qu'il y avait, qu'il pensait y avoir comme injustice, comme tort porté à la Casamance. Depuis la destruction de l'environnement par la coupe de bois. Aujourd'hui, on parle de la coupe de bois. Mais Diamacoune en parlait déjà dans son texte en 1978, lorsque les cailles cédra étaient coupés pour faire des pirogues pour la pêche. Il a tiré l'attention. Alors donc, Diamacoune a fait cela. On peut dire qu'il a été constant. Ensuite, dans les émissions qu'il organisait à la chaîne 4 de la RTS à Ziguinchor, il était connu pour quelqu'un qui avait le parler franc et direct, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et qu'est devenu ensuite cette marche, plus les événements qui ont suivi. Il y a eu donc une jonction entre les manifestants qui avaient un projet indépendantiste et Diamacoune, qui était le grand défenseur des causes de la Casamance. Cette jonction a permis un peu de le faire apparaître comme une sorte de leader. Et cela va être de toutes les façons consacré par la rencontre du Cap Skirring en 1990, lorsqu'il était question d'avoir désormais un interlocuteur au sein du MFDC. Parce que depuis les 4 mois de conflit jusqu'en 1990, pratiquement pas d'interlocuteur. Il fallait donc trouver un responsable au MFDC. À la rencontre du Cap Skirring en 1990, et qui a regroupé des cadres casamancés, des éléments effectivement du mouvement, Diamacoune va être nommé secrétaire général. Donc c'est comme ça qu'il est devenu. Et à partir de ce moment, bien entendu, il va, avec tous ceux-là qui étaient impliqués dans tout ce qui s'est passé, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le bureau national, qui est l'instance de direction du MFDC. Voilà comment est-ce que Diamacoune est apparu comme un leader véritablement dans cette situation. Il a été le plus normalement du monde par la ligne politique qu'il s'est assignée depuis bien longtemps, et cela a fusionné, bien entendu, avec le courant indépendantiste qui s'est manifesté. Il est un peu un leader qui est le produit de cela et qu'il a mis vraiment en avant. Depuis l'avènement du conflit armé en Casamance, on parle de négociations entre l'État et le MFDC. Malgré les efforts des uns et des autres, c'est le statu quo. Comment on peut expliquer ça, professeur? Écoutez,
Ça a été le statu quo jusqu'à une période récente. Ça a été le statu quo parce que chacune des parties, que ce soit l'État, que ce soit le MFDC, chacune des parties avait la forte conviction que ce conflit se règle par les armes. Chacune des parties. Et vraiment, ça a été la confrontation armée tous azimuts. Et cela a été couronné au niveau de la région par la désignation d'un gouverneur militaire pour davantage confirmer, conforter l'option de l'État, la solution militaire. Le MFDC non plus n'a pas essayé de chercher à comprendre. Pour lui, l'indépendance passe effectivement par la victoire, par les armes. Voilà deux positions qu'il y avait. Et ces deux positions étaient quasiment inconciliables. Parce que chacun cherchait véritablement à vaincre l'autre. Il a fallu l'expérience d'une lutte armée quand même assez dure pour que chacune des parties réalise que probablement la solution au conflit ne se trouve pas au bout du fusil. Ça se trouve ailleurs. Le président Abdou Diouf l'a compris. Et au milieu des années 90, il a travaillé véritablement à trouver une solution. Déjà, les premiers pas avaient été engagés en 91, 92, 93 par l'implication de la Guinée-Bissau comme partie garante des différents accords entre le MFDC et l'État. C'était les accords de Kachéou, c'était les accords de Ziguinchor de juillet 1993. Donc il y a eu effectivement cela. L'État a fait l'effort de chercher à discuter avec le MFDC. Et le MFDC, bien sûr, n'a pas rejeté cela. Par ses émissaires, ces accords ont pu être obtenus sous la garantie de la Guinée-Bissau. Et l'État ne s'en est pas arrêté là. L'État va nommer précisément quelqu'un qui va charger de gérer effectivement le conflit. C'est la nomination de Marcel Bassène. Et cela aussi est extrêmement important. Un des leaders de l'opposition va être nommé. Mais cela va être davantage systématisé avec la mise en place, à partir de 1995-96, du Comité national de gestion du conflit, sous la présidence du professeur Hassan Seck, avec l'avocat Boukounta Diallo, qui en était le secrétaire général. Donc, l'État change de position. Mais en même temps que l'État change de position, la MFDC va changer aussi de position. Parce que Diamacoune, en 93, avril 93, sort une déclaration importante en indiquant aux combattants du MFDC que la victoire pour la cause de la Casamance n'est pas effectivement militaire. Et il a demandé qu'on lui laisse l'opportunité de discuter véritablement des questions de fond avec l'État plutôt que la lutte armée. Parce qu'il était, dit-il, il était persuadé que beaucoup se combattent qui ne survivraient pas à l'avènement de l'indépendance de la Casamance. Donc c'était vraiment un avertissement très fort. Et c'est ça qui fait que progressivement, l'intensité véritablement de la lutte a baissé, même si par ailleurs, il y a eu des soubresauts, il y a eu des affrontements épisodiques, etc., etc. Mais on peut considérer que véritablement, l'intensité va progressivement baisser, parce que c'était ça la volonté désormais du MFDC, faire en sorte que les discussions s'enclenchent. Le président Abdoulaye Wade, pratiquement, se saisit de cette opportunité pour entrer en contact avec le MFDC et bénéficier d'une visite, de deux visites
de Djamakoun au palais. Et ça, c'est important parce que ça va restaurer la confiance. Le MFDC se méfiait de l'État, l'État se méfiait du MFDC. Le président Wade offre l'opportunité d'un dialogue en restaurant la confiance, en recevant Djamakoun au palais. Ce qui était inimaginable, impensable. Mais cela, effectivement, a eu lieu. Et ensuite, il engage une politique développementaliste. La politique développementaliste, c'est la mise en place du programme de redressement économique et social en Casamance, ce qu'on appelle le PRAESC. Mais en même temps, la mise en place de l'ANRAC, qui sont disons, des options fortes que le président, l'État du Sénégal, a pensé être déjà une approche de règlement du conflit par la voie développementaliste. C'est poursuivi aujourd'hui par le président Macky Sall sous d'autres formes. Lui aussi, il met en place le PPDC, le projet de développement de la Casamance. Donc je crois que, disons, les deux parties ont fini par comprendre, comme je l'ai indiqué, que la solution n'est pas dans les armes. Bien entendu, on me dira aujourd'hui que des opérations vigoureuses sont entreprises. Elles l'ont été au sud, elles l'ont été au nord. Mais on peut inscrire cela moins dans la volonté véritablement de combattre l'indépendantisme pour anéantir véritablement la branche armée Atika que des opérations fortes de sécurisation. Et ça, c'est la vocation véritablement de l'armée. On ne peut pas être dans un pays où il y a des portions de non-droit, d'une part, et d'autre part, des zones où véritablement l'économie criminelle se développe. Et c'est pour ces raisons qu'on va avoir véritablement ces sorties musclées, très fortement musclées, au sud et au nord. Mais ça, c'est vraiment des opérations de sécurisation pour que nul n'en ignore. C'est important. Mais parallèlement à ça, vous avez pu constater, il y a parallèlement à ça des négociations qui sont enclenchées et qui ont pu donner les accords de Bissau, mais également les accords de Cabrousse. Parce que dans ces conflits-là, il y a aussi des options qui sont quelquefois très fortes. Les options fortes, c'est que si on doit aller à la négociation, il faut créer des rapports de force en sa faveur. C'est en créant des rapports de force en sa faveur qu'on négocie pour obtenir le maximum de ce que l'on veut. Et puisque dans la dernière période, les dispositions des uns et des autres, c'est d'aller aux négociations, l'État a sûrement pensé que pour aller dans ces négociations-là, il faut créer un rapport de force en sa faveur, qui va permettre précisément de faire prévaloir beaucoup plus sa vision, sa perception, sa solution effectivement des choses. Et je pense qu'il ne s'est pas beaucoup trompé parce que ça produit ce qu'on connaît, des accords signés très officiellement, des accords de dépôt des armes à Bissau, mais des accords de dépôt des armes également à Cabrousse, avec les fractions qui sont importantes. Vous parlez de fractions, je voulais poser cette question. La division au sein du MFDC, surtout de l'aile militaire, ne joue-t-elle pas sur le processus de paix en Casamance? Écoutez, je pense oui. Je pense que oui, dès lors que dans les négociations, il y a une préoccupation importante dans le cas de figure que l'on sait. C'est que si on est face à une division, qui c'est l'interlocuteur le plus valable? Qu'est-ce qui a la légitimité pour porter la parole des autres? Ça, c'est une question extrêmement difficile. Il est tout à fait possible que vous discutiez avec une fraction et que les autres fractions disent non, on ne s'y reconnaît pas. Une ou plusieurs autres fractions disent on ne se reconnaît pas, on ne s'y reconnaît pas. Donc cette division, elle a été extrêmement difficile à prendre effectivement en compte. Et dans cette situation, bien entendu, de guerre lasse,
l'État a opté par des discussions, des négociations, fraction par fraction, puisqu'on ne peut pas trouver l'unité et avoir un qui porte la voix. On discute avec ceux qui sont là, individuellement pris, pourvu qu'ils soient dans des dispositions à accepter de négocier. C'est cette stratégie finalement que l'État a adoptée et elle semble dans une certaine mesure payante. Parce que l'état-major de Kassolol semble assez significatif du point de vue de l'espace occupé, du point de vue de son poids dans le conflit. Ça, vous avez Djakaï également, de moindre envergure, mais Djakaï est engagé. Et aujourd'hui, la seule fraction qui n'est pas impliquée dans ce processus de discussion, de négociation, c'est la fraction effectivement de Salif Sadio. D'ailleurs, c'est lui le plus redoutable dans ce conflit. Oui, parce que généralement ce que l'on dit, c'est qu'on fait la paix avec ceux qui font la guerre. mais nous avons un cas de figure ici qui est assez particulier. Ce cas de figure, c'est celui d'un chef de guerre radical. Radical, qui n'a pas varié d'un iota, pratiquement depuis qu'il est entré dans le maquis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Son maître mot, c'est de faire en sorte, comme il le dit, de chasser les djambars de Casamance. Pas autre chose. On ne peut pas être copain à lui, on ne peut pas être compagnon à lui, si on n'épouse pas, bien sûr, cette perception de Salif. Il faut effectivement que les djambars partent. Si c'est au bout du fusil, il dit travailler à ce qu'ils partent par le fusil. Dans ce cas donc, il y a une situation qui est extrêmement difficile. Pourra-t-elle évoluer favorablement vers le dialogue? On ne peut jurer de rien. Mais en attendant, c'est ce qui existe. Et je pense que ça peut expliquer en partie pourquoi est-ce qu'il a été quasiment la principale cible des forces de sécurité et de défense. Surtout dans la zone où il se trouve. Où il y a eu, qu'on le dise ou non, une situation pratiquement de non-droit qui a laissé prospérer cette économie criminelle. La sécurisation a été un bon prétexte pour également s'attaquer à ces bases. Donc la division militaire, celle-là que nous remarquons tous, elle est effectivement le fait de cela. Mais elle est le fait également des rivalités certaines entre différents chefs. La question du leadership est une question qui est apparue dès que les chefs historiques, le vieux Badji, non, le vieux Badji, Sidi Badji. Dès que Sidi Badji et l'autre chef du Bandial qui a remplacé Sidi, dès que ceux-là, disons, sont partis, bien entendu, c'est les jeunes loups qui sont présentés. Et ces jeunes loups, ils ont des divergences. Ils ont des divergences, disons, liées à leur terroir d'origine. Les uns sont du Kassa, les autres sont du Fogny, les autres sont du Bluff. Ces questions sont des questions extrêmement importantes. Dans un contexte où, pratiquement, la question de la chefferie est une question qui n'existe pas. Et voilà que d'un coup, il faut choisir quelqu'un qui est effectivement le chef militaire. Là où on ne connaissait pas bien la question vraiment de la chefferie militaire, politique, etc. etc. Et donc, j'ai envie de dire qu'on ne veut pas que tel qui est de telle contrée puisse vous diriger, vous qui appartenez à une autre contrée. Ces divergences, elles sont réelles. Les autres divergences réelles, c'est de plus en plus le poids militaire que les différents chefs acquièrent. Et la crise de juin 1998 à Bissau, avec la tentative de renversement de Nino
par la junte militaire avec Ansoumana, ça a permis véritablement de renforcer le capital militaire de certains chefs qui étaient allés aux côtés de la junte. Au retour de cette guerre, il y en a qui sont venus très fortement armés. Et dès lors qu'ils sont fortement armés, bon, ils n'acceptent pas que n'importe qui les dirige. Surtout que sur ce terrain-là, la force est déterminée par la puissance militaire. Donc ça aussi, ça va provoquer un éclatement. Ce qui va provoquer aussi un éclatement, je termine là sur cette question, c'est le choix qui va être opéré par Diamacoune. Diamacoune est le secrétaire général, c'est lui qui nomme, c'est lui qui dégomme. Il nomme Jean-Marie Biagui aujourd'hui, demain c'est Ansoumana qui est nommé, en lieu et place de Jean-Marie, etc. Ça crée donc une situation de confusion où le grand problème de la légitimité se pose. Qui est légitime? Même si c'est Diamacoune qui vous a nommé, est-ce que vous avez la légitimité à diriger? Ça, c'est des problèmes qui ont des répercussions, qui ont des conséquences au plan politique, mais également des répercussions sur le maquis. Voilà. Professeur, peut-être un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est probablement de nous réjouir de la tendance que prend véritablement ce conflit, c'est-à-dire vers sa pacification et vers sa résolution définitive. Je reste fortement optimiste pour cela. Je reste optimiste aussi parce que les Casamassés ont beaucoup souffert de ce conflit. Et les Casamassés ne veulent plus continuer à souffrir de ce conflit. Et pour cette raison, les Casamassés utilisent tous les espaces possibles pour invoquer, pour appeler à la paix. Que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les églises, que ce soit à l'occasion des congrès villageois, que ce soit à l'occasion des boucoutes. Bref, toutes les occasions pouvant réunir les Casamassés dans leur terroir, villages et autres, toutes ces occasions sont utilisées parce que les Casamassés viennent d'une nuit profonde. La nuit profonde, c'est la nuit des affrontements armés extraordinaires. C'est la nuit de l'explosion de mines anti-chars ou antipersonnels. C'est les braquages qui ne finissaient pas. C'est des attaques violentes, des règlements de compte, des expéditions punitives. Parce que tel est soupçonné d'être du renseignement de l'État, etc., etc., des éléments armés sont capables de venir et le tuer effectivement pour partir. La Casamance sort de cette nuit-là, une nuit extraordinaire. Et aujourd'hui, qu'il y a l'amorce vraiment d'une paix qu'on souhaite durable, il faut que nous tous nous y travaillions. C'est le contexte qui le commande. Parce que précisément, on a vu que la réponse à la situation, c'est de se parler. Ce n'est pas de s'entretuer. Et surtout que dans cette guerre, la Casamance paye un tribut extrêmement fort. Beaucoup de soldats de l'armée sénégalaise sont originaires de Casamance, qui perdent la vie autant que des gens du Fouta, des gens du Sénégal oriental, du Saloum, du Sine, etc., etc. Alors que, fondamentalement, ils sont tous des Sénégalais. Alors, œuvrons à renforcer ce qui se donne à nous comme véritablement pacification du conflit. Accompagnons cela. Tous ceux qui sont dans cette dynamique, et même qui sont à côté, doivent joindre leur voix à ceux qui se battent pour que la paix définitive revienne en Casamance. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie.